commençons la première table ronde de la journée. La finance islamique au Maroc. Alors, préparer le terrain pour une croissance sur le long terme. Alors, les points qu'on va évoquer, vous allez trouver sur l'agenda. Alors, j'ai le plaisir d'avoir les intervenants avec moi. Je vais commencer avec presque 3 minutes pour chacun des intervenants pour nous donner un petit discours sur le sujet, préparer le terrain pour une croissance sur le long terme. Et après, on va poser des questions et bien sûr, on va ouvrir la session questions-réponses avec l'autre. Monsieur Aïdi. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus. C'est un honneur pour nous de vous avoir en face de nous pour parler de la finance islamique au Maroc. Effectivement, c'est un sujet nouveau. On va essayer de nous apporter des choses nouvelles avec ce qu'on a pu voir ailleurs, partager avec vous quelques expériences, puis également entendre lors des sessions questions-réponses ce que vous également vous attendez de nouveau pour soit essayer de répondre aujourd'hui, soit essayer de répondre plus tard. Alors, le Maroc, comme il a été dit en introduction, et je pense que c'est un secret de personne, a effectivement un rôle clé à jouer sur le secteur de la finance islamique. Que ce soit en tant que pour ses propres besoins internes, pour ses propres besoins économiques, ou que ce soit en tant que pays moteur pour le continent africain, dû au fait de ses fortes relations et sont plutôt bonnes. On voit encore avec son invité qui est en ce moment même au Mali. On voit comment les Marocains sont accueillis en dehors du Maroc. Et je peux également vous dire qu'en tant que Marocain qui voyage dans pas mal d'autres pays africains, effectivement, on attend beaucoup du Maroc, et surtout sur le secteur de la finance islamique. Alors, je regardais un petit peu plus longuement tout à l'heure, notamment dans une présentation, sur justement quels sont tous ces atouts du Maroc, qu'est-ce qui manque au Maroc, et quelles sont les problématiques qui ont été relevées, évoquées à différentes reprises par le passé, quelles sont les problématiques qui sont relevées lorsqu'on discute nous-mêmes avec les banquiers marocains. On va essayer de voir un peu quels sont les vrais problèmes et les faux problèmes pour un vrai démarrage de la finance islamique au Maroc. Voilà, je vais m'arrêter là juste pour ce petit mot introductif. Je vais laisser la parole redonner la parole à monsieur. Merci, monsieur Aïdi. Monsieur Bagdadi. C'est un réponse, donc par rapport à la finance islamique, je pense que j'ai la chance, peut-être aussi par rapport à cette présence, parce que moi je viens d'arriver dans la finance islamique, et donc j'ai une nouvelle expérience. Et c'est à partir de cet angle-là que moi je vois la finance islamique au Maroc comme étant une solution économique. Au-delà de l'aspect éthique, de l'aspect moral de la finance islamique, il y a une réponse économique à apporter à une tranche de population, à une niche qui aujourd'hui n'est pas servie. Quand on voit dans des pays européens, quand on va aujourd'hui dans la supermarché, il y a des rayons halal. Et aujourd'hui, c'est pourquoi? C'est pas parce qu'ils sont musulmans, mais parce qu'ils sont à cheval sur l'aspect religieux, mais parce qu'il y a une réponse au marché. Donc il y a une réponse économique qui est là. Le Maroc aujourd'hui, il est dans un mouvement incroyable, grâce à sa stabilité, ça a été dit tout à l'heure, c'est les politiques bien sûr, mais aussi par rapport à son système financier, qui est un des systèmes financiers les plus solides de la région. Donc il a un rôle à jouer pour rejoindre d'autres offres et répondre à un marché qui est là. Donc, excuse-moi, avec la promulgation de la loi
prévoit la mise en place de banques participatives, nous avons ce rôle à jouer de leadership au niveau de la place. Surtout, ça a été relaté que que les banques marocaines aujourd'hui sont en train d'aller vers la banque. Nous sommes donc présents dans beaucoup de pays africains et nous avons tous les moyens et tous les atouts pour qu'on puisse le faire. Merci, M. Baghdadi. Merci, M. Baghdadi. Mr. Sheikha. Mr. Sheikha is come from all the way from Doha with us, from Qatar Islamic National Bank. Le monsieur vient de Doha, au Qatar. Il vous présente une grande banque islamique, en fait, c'est Qatar Islamic National Bank. Je voulais savoir c'est quoi son propos. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وعليه Islamic finance or Islamic banking is not a new field. But I just want to we started in 1963. An idea in Egypt, in some of the villages, but then it's becoming developed more. It became like Bangkok in 1970. Nasser and Sabian. Then what really started with 1974 was Islamic Development Bank in Jeddah start to work on establishing Islamic Bank until 1975 where the first Islamic Bank was established, the Dubai Islamic Bank. So it's not a new idea. And this field is the growth of the Islamic finance is dramatically, we see it daily. Every year, the growth between 15 to 20%. There's no any other finance growth but same as Islamic banking. Plus, when it started, it was like $200 billion in asset. Today, we talk about $1.7 trillion asset. Why? Because there's provide some alternative solutions to the financial, other financial banks or other financial group of finance. And Morocco may be the only countries in the world now who do not have Islamic banking. And because of its many things, law, you have to have a legal, you have to have many things to prepare for this Islamic finance. And I agree, as a baby, you need support from the government, from the people, in order for this baby to give the fruits to the community and to society. Thank you. Thank you. Monsieur Agli, vous avez parlé du changement du paysage du Maroc, des problèmes, des gros problèmes. Est-ce que vous commencez avec les problèmes, avec les problématiques? Alors, est-ce que vous pouvez nous identifier en fait quels sont les vrais problèmes que vous posez? Alors, c'est vrai que partout où on va, de toute façon, il y a un certain nombre d'étapes à franchir avant de prétendre ou voir émerger un véritable marché de la finance. À l'heure actuelle, dans l'état actuel des choses, vu de l'extérieur, d'un regard de l'extérieur, il y a indépendamment de tout ce qui est, on va dire, politique, réglementaire et légal. Tout ça, on va revenir dessus. C'est intrinsèque, c'est fondamental. Et on verra dans ces éléments-là qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est insuffisant, etc. Mais ça ne suffit pas. Il ne suffit pas d'avoir une volonté politique. Il ne suffit pas d'avoir des textes de loi. Quand bien même on a des textes de loi, si on n'a pas des acteurs, mais qui sont ces acteurs? Les acteurs, c'est pas uniquement les banques. C'est pas uniquement la banque de détail. Souvent, la banque de détail, elle est importante. La banque de détail, elle est importante, mais la banque de détail, si elle a des clients qui ne se manifestent pas en tant que consommateur, moi je me mets à la place d'un banquier qui est déjà en place, il a déjà un portefeuille client. Si ses propres clients n'expriment pas un besoin de produits financiers éthiques ou islamiques, il n'a aucune raison de développer des produits islamiques. C'est simplement dans tout marché, il y a l'offre et la demande. S'il n'y a pas d'offre, c'est difficile d'avoir s'il n'y a pas de demande, on peut difficilement imaginer les acteurs proposer une offre. Après, on va se dire,
Oui, mais il y a toujours des oui, mais quand il s'agit du marché retail. Qui va faire, combien ça va coûter, etc. Donc ça aussi, on reviendra sur ces éléments-là. Première chose, est-ce qu'il y a un marché? Première question, est-ce qu'il y a un marché? Alors, un exercice assez simple, si je pose une question dans la salle, si demain il y a une banque islamique qui ouvre à côté de chez vous, combien de personnes seront intéressées? Levez la main. Voilà. Allez, disons, on va faire une étude du marché dans la salle, 70% des gens sont intéressés. Parmi ces mêmes personnes, combien de personnes ont déjà pris rendez-vous avec leur conseiller financier pour lui dire, écoute, je t'aime bien, mais le produit que tu me proposes ne m'intéresse pas. Voilà. Donc, ce que je veux mettre en évidence là, c'est qu'on sait qu'il y a de la demande. Mais si cette demande elle ne se manifeste pas, moi, en tant que fabricant de produits, je ne veux pas fabriquer des produits si je ne sais pas effectivement ce que les gens vont consommer mes produits. Donc voilà, 66% des gens sont intéressés, et à peine 2% ont déjà fait la démarche d'exprimer le besoin de produits financiers. Ça, c'est structurant dans un marché. D'accord? N'importe qui, même s'il fait des études de marché, on va vous présenter quelques résultats, etc. Mais il faut quand même avoir un peu plus de conviction sur le terrain. D'accord? Et puis après, au-delà de ça, il n'y a pas que le marché retail, tout ce qui est investissement, toutes les grandes sociétés également qui ont, que ce soit en période d'assèchement de liquidité ou pas d'assèchement de liquidité, il est fondamental aujourd'hui que les grandes sociétés diversifient leurs sources de financement. Qu'elles ne soient pas uniquement à regarder que ce qui se passe dans le monde conventionnel, que de la dette ou que de l'equity. Par contre, il y a un peu plus d'equity, c'est intéressant, mais la finance islamique propose un tas de choses alternatives. Et aujourd'hui, ce serait une erreur professionnelle, je pense, de ne pas s'intéresser à la manière dont on pourrait développer son activité, qu'on soit une très grande société ou qu'on soit plus modeste ou plus petite, à la diversification qu'on peut avoir comme source de financement. Voilà, et puis bon, après on reviendra sur monopoliser la parole. Je vais laisser les autres intervenants aussi partager avec vous quelques idées. Merci, M. Agdé. Un point très important, en fait, c'est la manifestation des consommateurs. Alors, j'ai vu un communiqué de presse, en fait, hier, il y a une banque canadienne, une grande banque canadienne qui a fait un communiqué de presse et parmi leur clientèle, il y a 150 000 Mohamed et il n'y en a pas un qui a demandé, en fait, la finance islamique au Canada, auprès de son banquier. Donc voilà, ça nous donne un coup le regard sur l'état actuel des choses. Bien sûr, il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'autres éléments qui sont importants, mais on va les traiter un par un. Monsieur Pantani, est-ce qu'on peut vous demander, en tant qu'un précurseur, alors Taras Safa, comment on voit l'évolution du marché? Alors le passage de produits alternatifs à produits participatifs. Comment vous voyez ça et quel rôle a joué Taras Safa parmi les autres? Alors, comme vous venez de le dire, Taras Safa a été créé en 2010-2011 et pour justement commercialiser, préparer le terrain pour la finance islamique. Aujourd'hui, effectivement, nous attendons la loi pour qu'on puisse mettre en place des produits que nous ne pouvons pas aujourd'hui commercialiser au niveau de la SAFA. Comment je vois on voit tous ici que, je l'ai dit tout à l'heure, il y a un marché qui est là, il y a un marché qu'il faut aussi informer. Ça vient d'être relaté, nos clients ne connaissent pas les produits, on va dire, islamiques. Et nous avons un rôle important à jouer. Et ce rôle-là, dans la SAFA, il va l'annoncer, il a déjà annoncé la chose, il va l'annoncer par un certain nombre d'actions. Comme vous avez vu peut-être à la télévision, dernièrement, le mois de Ramadan, il y avait la communication autour de la SAFA pour la commercialisation des produits islamiques. Alors, quand on aura cette loi, quand on aura cette autorisation d'être une banque participative, c'est vraiment une autoroute qui s'ouvrira sur pas seulement au niveau de la SAFA, mais sur le système
financier marocain. Nous avons une population aujourd'hui qui est jeune, nous avons une population qui est de plus en plus orientée vers la pratique religieuse, c'est tant mieux le bien. Et donc ça a été, donc, je pense, Paris dans une étude synergie à l'économiste de Trésoux. Et donc le marché il est là, il faut mettre en place des outils et les moyens pour qu'on puisse bancariser ces clients qui ne sont pas aujourd'hui bancarisés et accueillir les nouveaux clients qui viendraient sur le marché par notre population grande qui est jeune. Donc l'avenir des banques participatives, il est là, il est sans doute là, toutes les études le démontrent. Et donc la SAFA a été créée justement dans l'objectif d'être précurseur dans le domaine et préparer le terrain pour une finance islamique, on va dire, qui répond aux besoins des consommateurs aujourd'hui, qui ne sont pas dans la filière, on va dire, conventionnelle. Voilà. Merci. Et comment vous voyez l'arrivée des acteurs étrangers sur le marché marocain? Donc, si jamais il y a des banques du Golfe qui viennent ici, est-ce que, à votre avis, ça va créer une ambiance, ça va créer une buzz ou ça va créer des problèmes pour les acteurs marocains? Non, l'avenir des banques étrangères, on l'a vu dans le conventionnel, et ça n'a pas pour autant, on va dire, déstabiliser le système financier marocain. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons un système financier qui est très solide, et la loi bancaire qui va sortir, elle met en place des conditions pour que le système reste stable. Maintenant, il y a beaucoup de choses que le Maroc va apprendre de ces banques. Nous sommes donc très jeunes dans le domaine de la finance islamique, et nous avons beaucoup de choses à apprendre de nos confrères qui ont déjà des dizaines d'années de la finance islamique. Et ça ne peut être que bénéfique. On l'a vu, comme j'étais dans le PLM, moi-même, j'ai collaboré, j'étais dans une entreprise dans laquelle il y avait financière, dans laquelle il y avait donc, des partenaires étrangers qui nous ont beaucoup apporté en matière de technicité, en matière de savoir-faire, et qu'aujourd'hui, maintenant, l'équilibre est là. Moi, Inch'Allah, mes débuts, ça va être dans un sens, mais même certainement, même les compétences marocaines vont avoir leur mot pour qu'il y ait donc, cette parité entre les deux banques. Très bien. Donc, on peut très bien imaginer en fait d'avoir des partenariats entre des acteurs étrangers et Marocains aussi pour complémenter les forces de chacun. Moi, je pense que c'est très important de la part. Moi, je suis pour, justement, comme j'ai dit, pour qu'il y ait cet apport de savoir-faire qu'aujourd'hui, nous devons le chercher. Ce sera clair, c'est quelque chose qui est la bienvenue maintenant dans des conditions win-win, dans un partenariat bien nommé. Très bien, merci. Mr. Shekhar, given your experience in international markets, could you please tell us how do you see Morocco? Is this a good market for banks like yourself or other investors? And why would somebody actually like to come to Morocco? Is there any merit that you see, and how will you approach the Moroccan market? Moroccan market is kind of unique. First of all, there are some competitive advantages for some of the services they provide. Like say for exports, where you can tourism services, whereas workforce. I mean, the people in Morocco, that's another competitive advantage for Islamic banking. And plus, is the Muslim countries. This is the most important. Plus, we can, there's a lot of development should be where Islamic bank can bring for microfinance, for mortgages. Mortgage business still not developed well in Morocco. Microfinance is not developed. Small, medium businesses is not developed that well. There's a lot of things where Islamic bank can bring expertise and can bring peace to satisfy these, and to respond to the need of these different sectors.
There I think where for us as Islamic Bank, when we come to any countries, we come for many things. First there's demand, as you mentioned, there's demand for the service. Then we see there's some infrastructure project, big government project, some corporate they need funding, you know, and we can work for them, bring some funding from overseas or from the GCC or from the some other Muslim countries to Morocco, where it can help them in their economic development. Yes, there is a lot of, I see there's a lot of areas where we are interested as a bank to establish here in Morocco because we see a huge market. Thank you very much. This is very encouraging. If you are so much interested in Morocco and you have so much faith in the Moroccan market, and I'm sure that QIIB is not the only bank that represents your other. I may add something. There's a lot of Moroccans work in the GCC where they have experience in Islamic banking. We do not have problem with that. For example, one of our Sharia board he's Moroccan. He's in the Sharia board. So he's the one who must understand all the Sharia aspect of it. And we have a lot of Moroccans working in different banks where they can bring the expertise, plus the expertise of like our bank. Where we bring not only we don't bring only like Islam, we bring full branch. What I mean, this is where many people when they think Islamic bank, they think old-fashioned. No, we bring e-banking, we bring service, we bring the best. This does not mean if you are Islamic bank, you have to be backward or people think it's like, no. Islamic bank, you have to bring the latest technology, the best services, and then you have to compete. And that's easy to compete when you are Islamic bank and you can provide better service than other banks. You will get the market, that's for sure. Okay, thank you very much. Very interesting. One more question for Aïdil. Est-ce qu'en tant qu'un expert avec beaucoup d'expérience internationale et être un Marocain aussi d'origine, est-ce que vous faites confiance dans le marché marocain? Monsieur Cheikh, il vient de dire que lui, il voit beaucoup de potentiel ici au Maroc, mais en tant qu'expert technique, est-ce que vous croyez que tous les éléments sont réunis ici en fait pour faire un bon succès pour le Maroc? C'est une question piège, pour un Marocain. Pour rester humble et modeste, je pense qu'on a encore beaucoup de chemin à parcourir, je parle en tant que Marocain, mais j'ai envie de dire, à 2 heures d'avion d'ici, à Paris par exemple, ils ont réussi à faire peut-être en 2 ans ce que les Anglais ont passé presque 15 ans à construire. À savoir que dès qu'il y a eu une volonté, dès qu'il y a eu un go, on a réussi à intégrer dans le corpus, on va appeler ça comme ça, dans le paysage juridique français, on a réussi à intégrer des termes comme mu'abaha, comme ijara, comme soukouk, comme istisna. Voilà, dans un pays comme la France, qui est très frileuse, très hostile même, on peut utiliser le mot, à tout ce qui touche à la religion et en particulier à l'islam. Si on arrive à faire ça à Paris en 2 ans, je pense qu'au Maroc, en beaucoup moins de temps, on peut arriver à faire beaucoup plus de choses. Donc je pense que sur le terrain, voilà, il y a pas mal d'indicateurs qui sont très positifs, très prometteurs. Je reviendrai un petit peu plus dessus tout à l'heure, mais voilà, j'ai envie de dire, les ingrédients sont là. Maintenant, il reste à trouver la bonne recette pour servir le meilleur plat possible en matière de finances islamiques. Merci, monsieur Aïdil. Alors, bien sûr que les ingrédients sont là pour faire un bon plat, mais il nous faut un bon chef aussi. Et je pense que le rôle de chef, peut-être, ça sera joué par la nouvelle loi sur les finances. Je pense que ça va donner en fait ce qui manque et ça nous donne, Inch'Allah, un bon conseil. Ok, on ouvre en fait la session de questions-réponses. Donc, j'aimerais
donc répondre rapidement et poser la question. Donc, je suis consultant de société basée à Lyon. Alors, je voudrais simplement en ce qui concerne d'abord le fait que les Marocains ou le marché marocain va non accepter la finance islamique, je voudrais signaler le fait que le ministre de la Transition, quand il était parlementaire au niveau du PGD, a fait une étude de la présenté au Parlement et il compte comme quoi il y avait 35 milliards de dirhams de désorganisation par des gens qui, pour des raisons éthiques, ne voulaient pas mettre leur argent dans la banque. Donc voilà, 35 milliards de dirhams sont disponibles d'après cette étude, donc les étudiants peuvent considérer. Donc ça, c'est le premier aspect. Je voudrais également indiquer une autre question en ce qui concerne la rentabilité de la finance islamique au niveau de mon pays. Parce que c'est des banques d'investissement, c'est une question qui est très importante. Alors, au niveau de la rentabilité, un aspect important de la rentabilité, c'est la neutralité fiscale, laquelle n'existe pas encore au Maroc. Donc, il y a des produits participatifs ou alternatifs. Tant c'était des produits alternatifs, mais dans l'avenir, ce sera des produits participatifs. Mais plutôt une neutralité fiscale. Je m'arrête là, je vais vous donner un commentaire. Merci beaucoup, monsieur Sifani. Effectivement, la problématique de la fiscalité sera abordée tout à l'heure avec quelqu'un qui est spécialisé en la matière et qui partagera l'expérience internationale là-dessus. Mais effectivement, le gisement, contrairement à ce qu'on peut lire parfois dans plein d'articles de journaux, le gisement qui est dans le Golfe, très souvent, on a déjà un gisement d'épargne ici qui est inexploité. Et donc avant même d'aller chercher de la liquidité à l'extérieur, effectivement, il faudrait creuser et voir un peu, déjà si on n'en a pas déjà ici, pour déjà avoir beaucoup moins de problèmes en termes de tout ce qui est devises, etc. Parce que dès qu'on sort à l'extérieur, forcément on va attirer autre chose que des dirhams. Et même les gens de l'extérieur, quand ils vont venir ici, ils vont dire bon, on va investir en dollars, en euros, en dirhams, etc. Il y a deux problématiques qui vont se poser. Donc cette question du gisement, de l'épargne, vous avez évoqué 35 milliards de dirhams, c'est ça, hein, 35 milliards selon une étude, qui a été évoquée par M. Sifani. Donc c'est un chiffre qui est, à mon avis, va intéresser notamment Safa, je pense. Pour compléter, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, la Banque islamique vient répondre effectivement à ce besoin. C'est vraiment que l'argent qui aujourd'hui n'est pas déposé dans une banque puisse être, pour des raisons éthiques, pour des raisons religieuses, peuvent trouver une solution donc rapatrier cet argent qui est là. Donc il y a ce point-là, il y a aussi, comme je l'ai dit, c'est le point de le taux de bancarisation. Aujourd'hui, nous avons un taux de bancarisation au Maroc qui dépasse légèrement 50% par rapport à la population active. Et c'est un taux qui est moyen par rapport à l'aspiration marocaine d'être vraiment le leader financier de la région. Et donc, le rôle aussi de la banque participative, c'est de drainer une clientèle qui aujourd'hui n'est pas bancarisée, on le sait tous, pour que ce taux-là arrive à, on va dire, 60-65%, si on arrive à le faire. Et quand on a dans un pays, dans une économie, un taux de bancarisation qui est de 65-70%, il y a forcément l'attraction de ce pays par rapport aux investisseurs étrangers. Donc c'est très important, c'est un rôle aussi économique que va apporter la banque participative en remontant ces ratios-là qui donc soignent notre image et soignent nos ratios justement de compétitivité dans l'échelle internationale. Voilà. Bonjour. Si vous voulez. Bonjour, je m'appelle Sakhan Alain, je suis conseiller juridique à Bruxelles Capital. Alors, ma question, ça va être à M. Kabir. Alors, j'ai vu votre expérience internationale
matière d'accompagnement de finances islamiques un peu partout. Je voulais savoir que le Maroc se situe à quel niveau. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de travailler avec d'autres pays pour la mise en place un petit peu de cadre réglementaire et d'accompagnement? Et est-ce qu'on est sur la bonne voie ou pas? Est-ce que c'est juste un phénomène de l'ordre qu'on essaie de rattraper? Alors la deuxième question, s'adresse à M. Mustafa. Je voulais savoir quelle est la spécificité d'un savant par rapport au paysage actuel et pourquoi il n'y a que d'un savant. Est-ce qu'il y a une raison spécifique à ça? Et sincèrement, ça nous intéresse à savoir. Merci beaucoup. Alors, je vais parler de mon expérience dans les pays francophones pour rester dans ce qui peut ressembler dans l'environnement juridique et réglementaire à ce qui existe en Europe. Par exemple, alors, je vais faire géographiquement, je vais commencer par les Mauritaniens. La Mauritanie, elle, c'est assez particulier. Il y a déjà au moins 4 banques islamiques, ou au moins 5 qui ont un agrément islamique. Donc voilà, il y a déjà au moins 4 qui exercent, et d'autres projets qui sont en cours. Sachant que la Mauritanie, c'est 3 millions de personnes, et un taux de bancarisation, je crois qu'il dépassera les 2 ou 3%. Et en Mauritanie, c'est très particulier. Dès que vous avez 20 millions de dollars, vous pouvez prétendre à avoir un agrément bancaire. Donc la réglementation est beaucoup plus, entre guillemets, light par rapport à la rigueur marocaine. À côté, on a le voisin algérien. J'ai vu quelques acteurs qui sont présents. Je les remercie d'avoir fait le voyage. Là aussi, il y a au moins une banque qui exerce, que vous connaissez tous, Al-Baraka, qui arrive à résister dans un contexte réglementaire où il n'y a rien, quasiment rien en matière de finances islamiques en Algérie sur le plan des textes. Juste à côté, ensuite, vous avez la Tunisie. La Tunisie, voilà, qui a un marché beaucoup plus petit, avec beaucoup de banques. Et depuis 2010, vous savez qu'il y a sous l'Ancien Régime, il y avait déjà l'impulsion d'une banque islamique. Mais on était en Tunisie juste avant l'été, et il y a une véritable aujourd'hui volonté politique affichée de faire de Tunis, malgré sa petite taille, ils sont très ambitieux maintenant en matière de finances islamiques. Ils ont étudié pas mal ce qu'il fallait aménager en termes de réglementation, sur tous les aspects, à part peut-être la microfinance qui a été occultée dans la réflexion. Je disais la semaine dernière dans la presse que le ministre des Finances, ou le Premier ministre, je ne sais plus, a annoncé qu'il va y avoir peut-être une première émission de soucoupe souveraine à la fin de l'année ou au plus tard début 2014. Et notamment Ben Zitouna qui fait beaucoup de lobbying, déjà pour son propre business, à elle, en à peine 2-3 ans, là, ils ont un objectif de plus de 30 agences dans le pays. Sachant par rapport, je rappelle que la Tunisie est déjà surbancarisée, je crois 20 banques, et une population qui est très, très limitée. Donc la Tunisie, malgré ça, elle continue d'investir, non pas uniquement en plus sur le secteur de la banque, mais également dans le secteur de l'assurance. Ensuite, on va descendre un petit peu l'Afrique subsaharienne. On a eu l'occasion, pour le compte du ministère des Finances sénégalais, en 2011, de réaliser une étude pour les 8 pays de la zone franc-CFA. Je ne sais pas si vous connaissez, en 2 mots, la zone franc-CFA, c'est 8 pays qui partagent tous la même monnaie, la même réglementation bancaire, la même réglementation d'assurance, la même réglementation de tout ce qui est microfinance, et juste quelques disparités au niveau de la fiscalité, mais il y a des projets d'harmonisation également de la fiscalité. Donc on a travaillé pour le ministère des Finances où on a identifié tout ce qu'il fallait changer dans la réglementation pour accueillir la finance islamique. On s'est rendu compte que finalement, voilà, il y avait déjà la place pour faire de la finance islamique. Déjà depuis 1983, au Sénégal, au Niger et en Guinée, il y a déjà une banque islamique. C'était à l'époque, je crois, Faisal Private Bank ou le groupe Faisal qui était venu par là. Et puis, ils ont ouvert la Banque islamique du Sénégal, ils ont ouvert la Banque islamique de Guinée, ils ont ouvert la Banque islamique du Niger, la BIG, la BIN et la BIS. Et voilà, leur activité a été très très limitée entre 83 et 90. Après, il y a eu quelques changements. Et puis là, depuis à peu près 5 ans, avec de nouveaux actionnaires, notamment des gens du Golfe, mais pas uniquement les gens du Golfe, il y a également des Turcs qui s'intéressent beaucoup à la région pour tout ce qui est banque islamique.
voilà, une vraie volonté de développer maintenant l'activité et faire vraiment une vraie banque islamique en tant que telle, bien implantée dans tous ces pays-là. Donc j'ai envie de dire que le Maroc, il a une longueur d'avance par rapport à sa solidité, comme M. Bardaghi l'a rappelé, en termes de secteur financier. Les autres pays, peut-être l'Afrique subsaharienne, est beaucoup plus limitée en termes même de moyens. Les pays sont peut-être un petit peu moins riches que le Maroc, donc ils ont besoin de beaucoup d'assistance technique et beaucoup de fonds même pour réfléchir à la finance islamique. D'accord ? Je pense que le Maroc n'a pas besoin d'argent pour réfléchir à la finance islamique. Juste à titre d'exemple, l'étude que nous on a faite sur l'État du Sénégal, s'il n'y avait pas la Banque islamique de développement derrière pour supporter ça, ils n'auraient pas pu la mener, en tout cas de la manière dont elle a été menée. Peut-être qu'ils auraient fait ça en 4 ans, 5 ans ou plus. Et ça, voilà, juste pour situer un peu le Maroc par rapport à tous ses voisins, je pense qu'il y a la place pour faire pas mal de choses. Et juste pour finir, la Libye, qui est un petit peu plus loin, pour ceux qui suivent, elle a été, d'ailleurs ça fait jaser un peu les Français, parce que dès que le nouveau gouvernement a pris le nouveau pouvoir a été mis en place, il a tout de suite annoncé publiquement: nous allons chariatiser notre système financier. Et là, tout le monde est tombé sur Sarkozy. Merci d'avoir payé 300 millions pour chariatiser le système financier libyen. Donc il y a en fait une loi, un décret, je crois, qui est tombé, qui va obliger toutes les banques du pays à convertir leurs actifs islamiques, en islamique. Donc voilà la Libye qui est un petit peu loin, puis bon, l'Égypte, c'est un petit peu plus compliqué, mais également eu récemment des projets de textes au niveau des soukouk, qui sont, je crois, d'ailleurs passés, et il n'y a plus qu'à émettre une émission soukouk. Voilà pour répondre à la question. Je vais laisser M. Bardaghi pour la seconde question. Alors donc, au niveau de votre question concernant Dal-Safa, donc pourquoi Dal-Safa si j'avais information qu'elle a des filiales spécialisées. En 2007, il y a eu l'autorisation par la loi finance de commercialiser des produits Mouraga. Et ces produits-là étaient commercialisés par des sociétés, par des filiales spécialisées, notamment Motasala, Profane Immobilier et Mafaval. Donc, dans la réflexion stratégique du groupe, pourquoi ne pas concentrer ce métier-là de la finance alternative dans une filiale. Comme ça, c'est pour qu'il n'y ait pas d'amalgame en Motasala, pour qu'il y ait toujours ce pouvoir. C'est très important. Et merci de poser cette question pour vous dire qu'aujourd'hui, la SAFA fait ce qu'on appelle la gestion profonde du TIGEL. Nous devons des comptes en de la SAFA. Ce sont des comptes qui sont étanches avec les comptes de la banque. Ce sont des comptes de clients. Nous sommes obligés aujourd'hui de mettre un petit logo, mais tout le chéquier, la caractérisation des cartes, le chéquier de la SAFA, avec un petit logo de TIGEL Papa. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore la possibilité de collecter pour nos propres comptes. Donc on le fait pour le compte de la banque, mais qui sont logés dans des comptes qui sont gérés par la SAFA dans le cadre de son refinancement, dans le cadre de son développement. Donc voilà, aujourd'hui la SAFA, elle agit, elle est aujourd'hui, elle a l'autorisation de faire, seulement pour le financement. C'est pour cela que son nom est seulement compter ses SAFA libre, mais on fait la gestion pour compte pour le compte. Mais pourquoi on le fait? On le fait d'abord pour répondre à un besoin du client, je l'ai dit tout à l'heure, et aussi on se prépare. Ça fait des années que la loi bancaire sur la finance participative, de la finance islamique, on entend parler depuis longtemps, donc Thierry Robert, il est précurseur dans ce domaine, et donc elle a créé cette filiale qui va faire et le financement et donc ouvrir des comptes particuliers. Maintenant, pourquoi seulement la SAFA? Votre deuxième question, pourquoi il n'y a pas d'autres facteurs? Je sais qu'il y a d'autres, je pense qu'il y a d'autres facteurs qui sont en train de se préparer. Bon, nous on a pris, on va dire, le risque, entre guillemets, et ça, celui qui ne risque rien n'a rien. On a pris le risque de se lancer dans une aventure avec une filiale structurée, avec tout ce qu'il faut, et donc je pense que l'avenir nous donnera raison de se lancer bien avant pour préparer le terrain
Sam Nams, du cabinet Intégral Consulting, et ancien collaborateur au groupe CGL Pavon. Aujourd'hui, ma question va se poser sur les opportunités macroéconomiques de l'introduction de la finance islamique. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un gap de trésorerie chez les banques marocaines de 60 milliards de dirhams. Donc, chaque semaine, ils font appel à Banque Maghreb pour le financement des montants. Et je ne doute pas que les 35 milliards ou les 36 milliards de dirhams qui échappent au système bancaire, c'est pour des raisons éthiques, mais surtout c'est pour des raisons de l'intervention fiscale et de raisons de transparence. Donc, déjà, l'intégration de ce montant est très difficile. Donc, ma question, est-ce que les banques marocaines vont accepter l'introduction des opérateurs étrangers qui vont leur concurrencer ou les concurrencer sur des dépôts qui sont déjà sous tension? Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est l'apport de la finance islamique maintenant au système économique marocain. On sait que le point de force de la finance islamique, c'est que c'est un système participatif. Aussi bien en amont via des dépôts, de part des déposants qui attendent des résultats pour, in fine, les partager, mais aussi via des produits comme le mandat comme le charata, etc. Mais aujourd'hui, on sent qu'il y a une direction surtout vers ce qui est les produits Mourabaha, qui généralement, et à cause aussi du manque de transparence de la neutralité fiscale, vont être soit aussi chers ou plus chers que les produits d'intérêt conventionnel. Et on sait sur cet aspect-là que maintenant le coût du risque dans le secteur bancaire marocain est en train d'augmenter. On sait qu'il y a toujours des problèmes de financement des PME PMI, mais on ne sent pas qu'il y a des changements organisationnels profonds au sein des acteurs marocains existants, et ça va prendre aussi beaucoup de temps pour les intervenants étrangers pour changer la donne. Donc aujourd'hui, je me pose cette question sur l'opportunité de l'introduction de la finance islamique vu le contexte macroéconomique actuel. Merci. Donc vous avez brassé le mot, vous avez parlé de beaucoup de choses. Moi je vais essayer de répondre, on va dire, par rapport aux réflexions, parce qu'on peut-être continue par rapport à ce que vous avez exposé. Donc, par rapport aux banques étrangères, la loi de FIM, la loi qui est en train de se préparer, va mettre en place des verrous, des verrous pour que le système financier marocain ne soit pas, donc, on va dire, démoli par des gros capitaux qui vont venir, qui vont faire un peu de buzz, etc. Je pense qu'il y a un travail qui est là et que les banques qui vont venir, ils vont entrer dans le système que nous avons vu. Ils vont venir avec des capitaux et donc ces capitaux seront contrôlés. De la même manière qu'aujourd'hui, la Banque Maghreb contrôle toutes les institutions financières ici. Donc ça, c'est par rapport au risque qu'on va dire. Parce que si ce risque, il est en train d'être géré par la Banque centrale. Je pense qu'on peut faire confiance à la Banque centrale par rapport à ce gros risque de capitaux qui viennent bousculer un peu notre système financier. Je suis totalement d'accord avec vous sur les 35 milliards. Effectivement, il y a aussi le volet fiscal qui fait que il y a beaucoup de clients qui n'offrent pas leurs ressources pas dans les banques pour qu'ils ne soient pas visibles. Et il y a une part de gâteau à prendre, et il est là. C'est indéniable. Par rapport à la cherté, effectivement, il n'y a pas de neutralité. Aujourd'hui, il n'y a pas de neutralité par rapport au volet fiscal des produits. Nous, la comparativement par rapport à la banque aux produits conventionnels.
Nous sommes en train de travailler, nous sommes en contact avec les autorités pour qu'il y ait cette neutralité pour que les produits Mouabaha obéissent aux mêmes conditions que les produits conventionnels. Nous sommes très optimistes par rapport à ce point. Maintenant, par rapport au cherté en dehors de l'aspect fiscal, de l'aspect réglementaire, bon, vous l'avez dit, le risque augmente. Au Maroc, il y a une augmentation du risque. Et la cherté ou la non-cherté, le risque fait partie. C'est un ratio qui entre dans la tarification des produits. Et donc, que ce soit conventionnel ou la finance islamique, ça va suivre le marché par rapport à son taux de risque, par rapport au taux de assèchement de la liquidité, aussi parce que c'est un problème qui touche tout l'environnement marocain. Et donc la finance islamique restera dans les normes de la finance conventionnelle. Si on enlève le verrou entre guillemets fiscal et réglementaire et des choses salives, ça serait très compétitif, qui s'approche beaucoup de la finance conventionnelle. Aujourd'hui, avec cette cherté, et nous voulons bien que le client